Bonjour. En 1884, Paul Verlaine publie un ouvrage intitulé Les poètes maudits. Il y présente les œuvres de plusieurs de ses contemporains, tels qu'Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé et Tristan Corbière. Selon lui, ces artistes ne sont pas reconnus à leur juste valeur par leurs contemporains. Il espère que son ouvrage leur rendra la dignité qu'ils méritent. Cependant, hors de celui-ci émergera tout un mythe, celui du poète maudit. Le poète maudit est d'abord un artiste doté d'une sensibilité exacerbée. C'est à la fois un don qui lui offrira une source intarissable d'inspiration et une malédiction qui ne lui laissera jamais aucun répit. Le poète maudit est également atteint du mal du siècle, ce sentiment de décalage par rapport à une société désenchanteresse, de profonde mélancolie et d'aspiration à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort. Ainsi, pour échapper à cette réalité pitoyable, Rimbaud et Verlaine laissent tout tomber pour fuguer vers un inconnu incertain, mais prometteur d'une liberté totale. Cependant, l'aventure prend fin rapidement et Rimbaud finit seul sa quête de la substantifique moelle de la vraie vie, laissant Verlaine noyer son désespoir dans l'alcool. Il s'évade ainsi chaque soir dans un monde sans espace ni temps pour s'anesthésier et revivre à sa guise l'impossible. Le poète maudit est souvent dit fou pour son attitude de défi vis-à-vis des normes sociales et parce qu'il se complaît dans une vie débridée. Certains pensent même qu'il cultive consciemment son malheur, seule source de son génie. Revenons à la vie d'Arthur Rimbaud, qui en est un parfait exemple. Dès son plus jeune âge, il fit preuve d'un énorme talent pour tout ce qui touchait à la beauté de la langue et à sa maîtrise. Tout d'abord considéré comme un simple élève orgueilleux, la dextérité de sa plume et ses nombreux prix littéraires le hissent dans l'estime et la reconnaissance des adultes. Ses professeurs de langue commencèrent à l'épauler pour enrichir cet élève porteur d'espoir, mais ses ambitions allaient au-delà de ça. Comme nous l'avons déjà dit, ce que voulait Rimbaud, c'est vivre sa vraie vie, vivre une vie de liberté sans aucune attache l'entravant dans sa quête, préférant une vie de misère et de faim à une vie de soumission et de dépendance. Dans cette volonté de surpasser ses prédécesseurs en révolutionnant la langue française, il partit à Paris et rentra dans la vie de Verlaine. Ce dernier fut ébloui par le talent et le caractère de Rimbaud, à tel point qu'il quitta tout ce qu'il avait, famille, carrière et notoriété en tant qu'homme de lettres, pour suivre le chat des monts rocheux. Ils partagèrent une route commune, voyageant au gré du vent, jusqu'à ce que Rimbaud veuille y mettre fin. Pour lui, Verlaine n'était qu'une étape dans sa vie. Pour Verlaine, Rimbaud était tout. Des disputes et crises passionnées en découlèrent et Verlaine finit par tirer sur Rimbaud. Cette histoire est plus longuement expliquée dans l'article La route Verlaine-Rimbaud. Ici la vie d'Arthur Rimbaud comme exemple, mais nous aurions pu tout aussi prendre la vie tourmentée de Gérard de Nerval, qui prit fin dans une mort guidée par la folie, dont la cause est controversée. Merci pour votre attention et bonne continuation, chers concitoyens.